Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en Pratique et c'est l'heure de notre revue de presse mensuelle. Alors, nous allons évoquer plusieurs choses. D'abord, un chat roux qui est devenu directeur d'un bureau des chats, l'avenir des statues de Chiang Kai-shek ou encore des projets post-séisme. On parlera aussi d'autres brèves à travers donc cette revue de presse et restez surtout jusqu'au bout avec nous pour découvrir le bâtiment du mois et aussi l'archive du mois. On arrête tout de suite de blablater et on commence tout de suite la revue de presse. Le village des chats de Hotong a choisi un nouveau directeur du bureau des chats. Il s'agit d'un chat roux qui s'appelle Dorayaki. Alors, c'est une nouvelle un petit peu insolite, il y a le lien et la vidéo de Taiwan Plus News. Vous avez ce média public qui partage beaucoup de choses sur Taïwan. Eh bien, donc là, il revient sur ce village du nord de Taïwan qui est très connu pour la présence de nombreux chats. Ils en ont fait un argument marketing et une espèce d'argument pour venir faire du tourisme dans ce village qui était autrefois un village minier qui avait un peu périclité et la présence de nombreux chats a été vue comme un peu une opportunité pour faire un peu de tourisme. Alors je vous invite à voir un peu cette vidéo, c'est un peu la petite news mignonne pour commencer cette revue de presse. Ça évite de commencer par des sujets trop tristes et trop sérieux, ça change un peu. Mais voilà, la visite de ce village peut valoir le coup si vous habitez dans le nord de Taïwan et que vous cherchez une sortie du week-end. Après, si vous venez visiter Taïwan pour la première fois, ce n'est peut-être pas forcément la destination à faire. Juste à côté, il y a peut-être le village de Jiufen qui est plus intéressant. En tout cas, voilà, maintenant vous le savez, il y a un chat qui est directeur du bureau des chats. Quant à savoir de quoi il sera responsable, la question reste en suspens. On peut aussi évoquer rapidement un autre sujet qui a été publié cette fois-ci dans CNA et qui a été repris donc par Radio Taïwan International, à savoir le fait qu'un office du tourisme a été inauguré à Paris, un office du tourisme taïwanais. Ça a été inauguré il y a quelques jours, ça se trouve sur l'avenue des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement de Paris, excusez du peu, et l'objectif c'est de renseigner un petit peu les Français sur l'offre touristique de Taïwan. Nous apprend Focus Taïwan, et là il y a une cinquantaine de tours opérateurs et d'agences de voyage français qui ont participé à une espèce d'atelier pour ce nouveau centre. Il y avait l'ambassadeur taïwanais en France, François Hu, qui lui part au gouvernement. Si vous avez écouté RTI, vous savez qu'il devient vice-ministre des Affaires étrangères. Eh bien, il était là pour inaugurer ce centre. Et donc, en quelques chiffres, sur RTI, on vous le rappelait, en 2023, Taïwan avait accueilli quelques 5 millions de touristes étrangers, dont plus de 48 000 Français, contre 66 000 en 2019 avant la pandémie. Et donc là, l'idée avec peut-être cette maison du tourisme, c'est peut-être d'essayer de rebooster un petit peu le tourisme vers Taïwan, et donc l'occasion peut-être de découvrir des villes. Et donc, vous savez, ici dans la revue de presse, on parle beaucoup des villes taïwanaises. Donc peut-être que si vous avez des questions à leur poser sur l'architecture, etc., j'espère qu'ils pourront vous renseigner. Autre brève rapide, cette fois-ci on la doit à Taïwan Info, qui explique que Taïwan fait évoluer sa marque touristique pour attirer davantage de visiteurs. On arrive bientôt à la période de l'été, les grandes périodes de vacances, etc. Et là, il y a pas mal de choses qui évoluent. Et bien cette fois-ci, Taïwan fait évoluer sa marque avec Taiwan Waves of Wonder, Taïwan les vagues d'émerveillement. Alors c'est toujours des termes très compliqués, un petit peu pompeux. Et là, cette nouvelle identité, se destine à attirer à Taïwan donc plus de tourisme et avec des éléments un petit peu novateurs. Il y a un dessin animé, une chanson promotionnelle. Ça fait évoluer avec la marque d'avant qui était Taïwan le cœur de l'Asie, qui était utilisée à l'international et qui peut-être a besoin d'un coup de neuf après justement la pandémie de Covid-19. Et donc là, avec cette nouvelle marque, une nouvelle typo pour l'écriture de Taïwan, etc., eh bien, le pays espère se faire connaître davantage. On va rester sur Taïwan Info avec deux autres brèves rapidement pour annoncer des événements. Alors le premier, c'est Taïwan qui va s'apprêter à organiser le sommet, on va dire la réunion annuelle de la Société scientifique des zones humides. Alors ça c'est dans un petit moment, c'est dans quelques mois, c'est en novembre. Ça se passera à Taipei, c'est la première fois que cette organisation va organiser un événement en Asie.
Alors c'est assez intéressant de voir que Taïwan essaie aussi d'améliorer son image et la recherche sur l'environnement. Les zones humides, vous savez, si vous êtes en France, ce sont des zones qu'on essaie de préserver davantage, notamment les zones humides naturelles, hein, pas les plans d'eau artificiels qui parfois posent question et posent problème. Et bien là, l'idée, ça va être que Taïwan va essayer d'attirer un petit peu de monde et des scientifiques là-dessus, avec certainement des très grands noms. Et il y a un autre événement qui est encore cité dans Taïwan Info qui va avoir lieu cet été, qui sera l'été à Kaohsiung, qui sera très français, c'est ce que nous dit Taïwan Info, puisque la super municipalité de Kaohsiung et le bureau français de Taipei et l'association des Français vont organiser conjointement le premier festival français de Kaohsiung qui se tiendra donc du 7 au 9 juin, donc c'est très bientôt. Ça va se passer au Centre des Arts Pirtou. Vous savez, c'est un lieu portuaire, un lieu industriel qui avait été rénové en lieu artistique. Et donc voilà, la ville de Kaohsiung, qui est l'une des plus grandes villes du pays, eh bien, va se teinter un petit peu aux couleurs françaises dans le cadre de cet événement. Ça peut valoir le coup. Et on arrête tout de suite avec les activités touristiques. Le gouvernement donne son feu vert aux reconstructions post-séisme pour Hualien. C'est ce que nous a appris donc Taïwan Info. On avait aussi repris l'information sur Radio Taïwan International. Effectivement, le gouvernement avait approuvé le 2 mai plusieurs plans de relèvement et de reconstruction du comté de Hualien. Vous le savez, c'était en réponse aux dégâts considérables qui ont été causés par le tremblement de terre de magnitude 7,2 qui avait frappé l'est de Taïwan le mois précédent. Il y a un budget total d'environ 28,55 milliards de dollars taïwanais qui y sera consacré. Donc ça, c'est Taïwan Info qui le précise. Et donc, dans ce plan, un accent va être mis sur un soutien généreux, rapide et rationalisé pour les collectivités locales dans les aspects de la reconstruction. Et l'objectif, c'est de rétablir, dès que possible, une vie à peu près stable pour les personnes qui ont été touchées par la catastrophe. C'est en tout cas ce qu'avait déclaré le Premier ministre Chen Shih-chian. Et en plus de faciliter les travaux de reconstruction et de redressement, ou encore de fournir le financement nécessaire, nous apprend Taïwan Info, eh bien ce plan comprend également une gamme d'aides, de subventions et d'avantages qui doivent répondre aux préoccupations des personnes touchées. C'est ce qu'indique aussi le Premier ministre. Donc voilà, l'objectif qui est demandé au ministère et aux agences publiques compétentes, c'est de continuer à prendre en compte les besoins des collectivités et des victimes pour proposer des mesures et formuler des programmes de reconstruction. Et tout ça sera à suivre forcément. Vous avez certainement en tête les images de ces hôtels ou de ces bâtiments qui se sont inclinés ou voire où certaines parties sont tombées. Les images sont assez impressionnantes. Et bien voilà, ces plans de reconstruction sont en cours et ont donc démarré. On va passer sur un article un petit peu insolite, mais qui est important pour une question de société et aussi de la place, on va dire, des représentations politiques dans les villes taïwanaises, avec un article de Brian Rioe pour New Bloom Mag, intitulé « Non, le DPP n'est pas sur le point de supprimer les statues de Chiang Kai-shek en masse ». Vous l'avez certainement vu dans certains médias taïwanais ou étrangers, on parle souvent de cette question des statues de Chiang Kai-shek. Et si vous écoutez RTI, vous le savez, il existe des parcs où les statues vont être, on va enlever la statue d'un parc dans une ville à Taïwan pour la mettre dans ce parc de statues et tout est concentré. Vous avez des tas de statues de Chiang Kai-shek, c'est assez impressionnant. Et donc ça évite cette question, ça repousse un peu la question de la destruction ou de la fonte de certaines statues. Et on les préserve, mais on les laisse pas dans l'espace public, comme ça on ne célèbre plus l'ancien président dictateur, etc. Ça évite cette question. Et justement, dans cet article, eh bien, l'auteur qui est quand même assez engagé en faveur du DPP, c'est un journaliste qui publie régulièrement des articles très intéressants, et un petit peu militant en faveur, on va dire, du Parti démocrate progressiste, eh bien, revient justement sur ces questions. Je vous invite à le lire en long, en large et en travers, parce que ça pose un point de vue un petit peu différent de ce qu'on nous donne dans les médias, car effectivement, ces statuts, il n'y a pas vraiment de plan de destruction de ces statuts qui sont prévus. Et une des questions assez amusantes qui est soulevée, une des questions assez pertinente qui est soulevée dans cet article, c'est que certaines statues qui auraient peut-être amené à être détruites ou à être déplacées ne l'ont pas été pour faute de budget. Et selon l'auteur, le nouveau président, donc qui a été à l'heure où je vous parle, qui a pris donc ces nouvelles fonctions, eh bien ne devrait
de toute évidence pas s'engager dans des réformes très importantes de changement peut-être du nom des institutions ou de destruction de ces statuts, car le capital sympathie pour l'opposition du KMT ou éventuellement du parti du peuple taïwanais de Ko Wen-je, eh bien engager des réformes comme ça de destruction des statuts, pour l'auteur, ça serait perdre un petit peu de son capital, et que ce ne serait peut-être pas forcément la première des mesures à prendre pour se démarquer. Et donc cette question des statuts de Chiang Kai-shek, de l'ancien président dictateur, eh bien, vont se poser, vont continuer à se poser, et notamment la plus connue, la plus importante, celle dans le mémorial de Chiang Kai-shek, au cœur de la capitale, qui a toujours été débattue, savoir si on l'enlève, si on ne l'enlève pas, et qu'est-ce que surtout on va faire de ce mémorial qui a été construit comme une espèce de temple à l'image de l'ancien dictateur. Et donc le fait de faire évoluer ce lieu au sens large, cette grande emprise foncière, paysagère, touristique et patrimoniale, eh bien, pose déjà même une question existentielle sur l'avenir de ce lieu comme lieu de représentation, qu'est-ce qu'on veut y mettre en termes de valeurs politiques, etc. Et donc, le sujet n'est pas terminé, et ça méritera certainement plusieurs épisodes de La Ville en pratique, avec peut-être un focus sur cette question de la place politique qu'ont ces anciennes constructions à l'image de figures politiques du passé. On a déjà beaucoup parlé, on arrive déjà au terme de l'émission, mais je vous l'avais promis, il reste 2 choses à évoquer. La première, l'architecture du mois. Et bien là, je vous parle du Musée national d'histoire, rénové et ouvert, avec des structures nouvelles et anciennes, ainsi qu'une nouvelle d'exposition. Je vous invite à aller voir cette rénovation du musée, qui a été conçue par l'atelier de Tsang Architects, mais avec d'autres équipes. Donc, et l'atelier Or Plus, surtout. Ça, c'est magnifique, le travail sur les façades et les matériaux. C'est un bâtiment qui se trouve donc à Taipei, vous le savez. Moi, ce que j'aime particulièrement dans une rénovation comme celle-ci, c'est qu'on va garder les éléments, on va dire, inspirés d'architecture ancienne, traditionnelle, qui nous viendraient peut-être un peu plus de Chine, mais avec des éléments taïwanais, avec certaines réouvertures, d'ouverture d'espace, beaucoup plus contemporaines, un travail sur le paysage qui, là aussi, est beaucoup plus contemporain, et des matériaux aussi nouveaux. Donc, je vous invite à aller voir ça. Je trouve ça assez réussi. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Enfin, on termine non pas avec le livre du mois, comme je le fais un peu d'habitude, mais cette fois-ci, l'archive du mois. Je vous renvoie vers un article de Taïwan Info qui parlait de modernisme et d'urbanisme, et qui parle de la consolidation des lotissements urbains, supposés apporter des avantages à tous, et notamment ça pose des questions sur l'expansion accélérée des villes taïwanaises. Alors, c'est un article qui date un petit peu, qui n'est pas si vieux que ça, mais quand même qui date de 1992, et donc, 30 ans plus tard, comment cette vision du lotissement a pu évoluer. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y avait cette image du lotissement, de l'expansion urbaine, et qui finalement n'est pas forcément une solution durable aux villes taïwanaises, comme ça peut se poser aussi dans d'autres villes peut-être plus occidentales. On a tous un peu les mêmes problèmes d'extension urbaine et de difficulté à gérer des questions peut-être de transport en commun. On arrive au terme de cette émission, c'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en pratique pour Radio Taïwan International. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions, que ce soit donc La Ville en pratique ou Relations Taïwan-France, RTF. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, ils sont réparés, ils fonctionnent, donc je vous donne rendez-vous bientôt, portez-vous bien.